Et voilà, donc Laetitia, bienvenue donc, pour ce Café du Quai des Possibles, qui est un collectif optimiste qui s'engage pour une transition durable et solidaire. Et voilà, donc Laetitia, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter ce que tu fais? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, c'est donc Laetitia Blondel, je suis fondatrice de Vers un coin de paradis. Et donc, j'accompagne les femmes dans la transition écologique. Et aujourd'hui, alors je voulais préciser, oui, j'ai une approche en fait vraiment holistique de l'écologie, c'est-à-dire que moi, je considère que l'écologie, c'est un tout au service de toutes les facettes de notre vie. Et donc, voilà, pour moi, c'est tout simplement appliquer les règles de l'écologie qui sont le respect, le prendre soin dans tous les domaines de sa vie. Et c'est ce que j'ai appelé écologaï. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager euh, la manière dont la permaculture peut nous aider dans nos projets, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, en fait, que la permaculture n'était pas cantonnée qu'à l'agriculture et que c'était quelque chose justement qui pouvait s'étendre bien au-delà. Alors, je ne sais pas si justement vous aviez connaissance de ça, mais déjà peut-être pour commencer, je voudrais faire une petite présentation de l'origine de la permaculture. Caroline, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à faire passer avant de commencer ou si on peut commencer tout de suite. Non, 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 on peut commencer tout de suite et effectivement faire une petite intro sur ce qu'est la permaculture, ça peut être intéressant. On a toujours l'idée du fait que la permaculture soit liée à l'agriculture, donc c'est intéressant de découvrir les autres domaines auxquels elle peut se rattacher. Alors du coup, si c'est toi, Fabienne, parce que j'ai un petit problème technique ce matin, donc c'est Fabienne qui est obligée de faire la projection de la présentation. Donc si tu veux bien passer, pas la slide suivante, mais la slide d'après, carrément on saute d'un coup, puisque la question c'était qu'est-ce que c'est que la permaculture? Et en fait, la meilleure façon de vous la présenter, c'est de vous présenter les deux fondateurs en fait de la permaculture, qui sont deux Australiens. Il y a Bill Mollison qui est né en 1928 en Tasmanie, et puis le plus jeune David Holmgren qui est né lui en 1955 en Australie occidentale, à Fremantle, je crois, si je me trompe bien, pas à côté de Perth. Donc ces deux hommes en fait ils se sont rencontrés en partageant en fait une même passion de la nature, de l'écologie. Et c'est eux qui ont, voilà, ils se sont rencontrés, je crois, à l'université de Tasmanie, justement, où David Holmgren était étudiant. Et donc, à cette époque, en fait, David Holmgren était étudiant en design environnemental. Et, et donc, il a rencontré Bill Mollison, et ensemble, ils se sont dit comment on peut faire en fait pour transformer nos systèmes agricoles pour vraiment les élever vers quelque chose de plus durable. Et c'est là qu'ils ont inventé, on va dire, le concept de permaculture, qui est en fait pas une invention en soi, puisque c'est juste un retour à du bon sens et à des choses qui sont, à des pratiques qui sont probablement ancestrales, mais qu'ils ont déterminées avec vraiment un process. Et ils ont écrit justement ensemble un premier ouvrage qui est sorti en 1978 sur le thème de la permaculture. Du coup, Fabienne, si tu veux bien passer à l'image suivante, en fait, la permaculture, elle se dégage en trois grandes thématiques, qui sont d'abord le prendre soin de la terre, mais aussi prendre soin des humains. Et la troisième bulle, on va dire, de cette éthique de la permaculture, c'est de partager équitablement. Donc là, déjà, on se rend compte que en fait, ces trois dimensions-là, elles peuvent très bien s'appliquer à autre chose que l'agriculture. On peut très bien prendre soin de la terre et des humains et partager équitablement en dehors d'un carré potager. Et donc, c'est exactement en plus les valeurs que moi je partage avec Vers un coin de paradis. Et donc, preuve que c'est possible de les appliquer en dehors. Donc, Fabienne, si tu veux bien recliquer sur cette image, il y a normalement des commentaires qui vont apparaître. Donc, sur le prendre soin de la terre, c'est soutenir et respecter la vie qui nous nourrit, mais agir aussi
et consommer en préservant la nature. Donc, c'est vraiment des actes qu'on peut faire au quotidien. Prendre soin des humains, bah, c'est aussi en commençant par son épanouissement personnel. Parce que pour moi, d'ailleurs, dans Ecologaï, la première étape, c'est de prendre soin de soi parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres ou de la planète si on n'a pas d'abord pris soin de soi. C'est comme le masque à oxygène dans l'avion, on ne peut pas le mettre sur les autres avant l'avoir mis sur soi. Et ensuite, bah, c'est aussi agir et interagir ensemble dans un respect mutuel. C'est pouvoir travailler dans le collectif, mais dans le partenariat, dans la collaboration, parce que bah, ensemble, on va plus loin. Et puis, le dernier, partager équitablement, bah, c'est aussi se fixer des limites finalement pour vivre simplement. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Donc, c'est pouvoir aussi bah, être raisonnable dans sa consommation et dans son usage des ressources. Et c'est produire l'abondance et la partager, en fait. Ça peut être une production, bien sûr, dans le cadre de l'agriculture, mais ça peut être aussi une compétence. Donc, bah, c'est tout à fait ce qui se passe justement à la ruche, avec tous ces gens qui collaborent ensemble et qui, avec aussi les mentors qui existent, etc., de partager des compétences, de se mettre au service des autres et d'être dans l'entraide. Donc, si tu recliques une dernière fois sur cette image, eh bien, la petite phrase de la fin, c'est tout ça, on le fait en observant la nature et en collaborant avec elle, avec bon sens et respect. En fait, cette nature, on l'a trop longtemps prise comme un élément exploitable à notre guise, et donc on se l'est mis, on va dire, contre nous, en pensant qu'on pouvait la contrôler, mais en réalité, c'était oublier qu'on faisait juste partie de cet écosystème et que, bah, en fait, en agissant en bon sens et respect avec elle, c'est aussi avoir du bon sens et du respect pour soi et pour les autres. Voilà, donc on peut passer donc à cette phrase de Warren Brush qui est donc un permaculteur autrichien que tu connais peut-être, Petra, et qui a dit l'éthique de la permaculture, c'est une manière de vivre, une manière de voir les choses autour de nous, d'observer et de se demander ce que je fais prend-il soin de la terre. Donc à partir de là, effectivement, si on se pose la question, est-ce que ce que je fais prend soin de la terre, on peut voir aussi les choses différemment dans notre quotidien. Alors, passons au principe de la permaculture. Donc, alors, je vais un petit peu vite, mais parce que je voudrais aussi prendre peut-être un petit peu plus de temps pour après. Mais en fait, Bill Mollison et David Holmgren, ils ont chacun édité en fait des principes de la permaculture. Les deux se rejoignent, mais c'est vrai qu'on entend plus souvent parler de ceux de David Holmgren qui sont devenus presque les incontournables de la permaculture. Mais j'ai trouvé intéressant aussi de vous donner ceux de Bill Mollison parce qu'ils ont aussi, je trouve, leur intérêt et ils ne s'expriment pas exactement de la même manière. Donc, Bill Mollison, lui, il a établi que dans un schéma permaculturel, il fallait prévoir l'efficacité énergétique, c'est-à-dire limiter les pertes ou les fuites, réduire au maximum l'usage d'énergie carbonée, etc., etc. Mais on verra comment ça peut s'appliquer après dans un projet. L'emplacement relatif, c'est-à-dire de prendre en compte les interactions entre les éléments les uns par rapport aux autres. Il y a aussi un effet de bordure, de savoir où sont les limites. Il y a aussi deux principes qui sont super importants en permaculture, qui sont chaque élément doit avoir plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur de la permaculture parce que ça permet de dire, déjà, on n'est pas dépendant d'un système, on n'est pas dépendant d'un élément parce qu'on a, pour un élément, on peut avoir plusieurs fonctions et pour chaque fonction, plusieurs éléments. C'est-à-dire que si on a besoin par exemple alors qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Si on a besoin, par exemple, de manger, eh bien, on va savoir, donc ça, c'est une fonction, manger, eh bien, on va avoir plusieurs façons de s'alimenter, d'avoir des lieux où pouvoir acheter notre nourriture. Et on peut aussi se nourrir avec différents éléments. Donc, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est très important en fait de ne pas dépendre. C'est comme dans une entreprise de ne pas dépendre d'un seul client
Il ne faut pas que votre entreprise soit dépendante d'un seul client. Donc, c'est le même principe. Ensuite, il y a travailler avec la nature plutôt que contre elle. C'est un petit peu le résumé de l'éthique de la permaculture que je vous partageais tout à l'heure. Et puis, faire le plus petit effort pour le plus grand changement, c'est savoir aussi semer des petites graines et avancer pas à pas. Il y a aussi la notion de circulation d'énergie pour aussi recycler et réutiliser les choses. Et le problème et la solution. Et ça, c'est aussi un principe que j'aime bien, c'est-à-dire de pouvoir changer aussi de point de vue sur un problème et considérer que, bah, voilà, qu'un problème, c'est une opportunité et qu'on peut toujours rebondir et que dans tous les cas, ça sera une source d'enrichissement et d'apprentissage. Euh, Ensuite, il y a les principes de David Holmgren. Donc, ceux-là, ils sont beaucoup plus connus. Il y en a 12. Le premier, c'est observer et interagir. Il y a ensuite collecter et stocker l'énergie, créer une production, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables, ne pas produire de déchets, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, intégrer plutôt que séparer, utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Donc là, on voit hein, qu'il y a des redites ou des façons de dire différentes, mais que ça se rejoint avec les précédents. Utiliser et valoriser la diversité, utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure et utiliser le changement et y réagir de manière créative. Donc en fait, encore une fois, ça se rejoint. En même temps, la façon de les énoncer est différente et il y en a qui peuvent peut-être plus vous parler que d'autres. L'important, c'est que dans tous les cas, ça répond à la même éthique et ça répond finalement à la même philosophie. Parce que c'est ce que, en fait, c'est ce que moi je considère, c'est que la permaculture, c'est vraiment une philosophie finalement et que tous ces principes, ils viennent justement raisonner, se questionner sur un projet, qu'il soit agricole ou autre, et permet de se repositionner par rapport à ça pour savoir si on a vraiment pensé à tout, si on a intégré l'ensemble de ces principes et de cette philosophie. Et donc, moi, tout ça, j'ai découvert en fait dans un MOOC de l'Université des Colibris. C'est le MOOC permaculture justement et qui permettait de découvrir toute cette dimension de la permaculture bien au-delà de l'agriculture. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le partager aujourd'hui parce que en fait, ça a été un des déclics pour moi pour créer Vers un coin de paradis et en tout cas pour faire une grande transition dans mon mode de vie qui a été du coup les premières graines de mon entreprise. Et, et oui, parce qu'en fait, dans ce MOOC, on avait réalisé un projet personnel. Et moi, mon projet, c'était justement de réduire mon empreinte écologique en améliorant mon bien-être et celui de mon entourage. Voilà, vraiment en pouvant partager un petit peu tout ça avec tout le monde dans le respect, encore une fois, des hommes et de la planète. Et donc, c'est grâce à ce MOOC aussi que j'ai découvert comment on pouvait appliquer ces principes de la permaculture au-delà de l'agriculture. Et la slide suivante, justement, présente la fleur de la permaculture. Donc, tu peux recliquer une fois dessus, qui est en fait une conception holistique de la permaculture. Alors, on voit au centre, il y a l'éthique et les principes de conception de la permaculture. C'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc, les 3 piliers de l'éthique et puis ensuite les principes, qu'ils soient de Bill ou de David, qui partent du centre et qui ensuite part à une spirale, en fait, à un chemin évolutif, permet de toucher, en fait, l'ensemble de ces pétales qui sont, en fait, un petit peu comme, c'est comme un peu la roue de la vie, là, ces domaines en pétales, mais en fait, c'est un petit peu, comment, au-delà enfin, c'est la roue de la vie appliquée à un projet ou appliquée à ça peut être aussi justement un projet agricole ou un projet en dehors, donc qui intègre différentes notions qui sont liées à l'habitat, savoir si cet habitat il est conçu de manière écologique, si on utilise des biomatériaux,
de quelle manière on utilise les outils et la technologie pour réduire son impact sur l'environnement, de quelle manière on partage tout ça et comment on apprend de nouvelles choses. Donc, c'est la pétale enseignement et culture. Une pétale santé et bien-être aussi pour savoir si ce qu'on fait apporte du bien aux autres et à soi. Il y a l'aspect finance et économie parce que l'argent, c'est aussi une ressource que l'on peut utiliser à bon escient finalement pour servir le bien. Il y a l'aspect foncier et gouvernance dans la structure de nos projets, de savoir s'ils répondent à cette éthique, à ces principes. Et puis, tous les soins à la nature et à la terre qui sont aussi en phase avec notre fonctionnement. Donc, en fait, si on aborde notre projet avec cette vision holistique-là, en partant du centre de ce pilier, en fait, de cette philosophie de la permaculture et en évoluant, en fait, en partant d'un niveau individuel pour évoluer vers un niveau collectif et global, et bien voilà, c'est ça en fait, c'est ça que veut induire en fait cette fleur de la permaculture. Alors, comment on peut appliquer la permaculture justement dans un projet? Eh bien, Fabienne, si tu veux bien passer à la slide suivante. Déjà, je me suis dit qu'avant d'aborder la question de la fleur de la permaculture dans nos projets ou des principes dans nos projets, c'était bien de rappeler justement ce que j'ai découvert dans ce MOOC que j'ai fait. C'est en fait une démarche dans la conception d'un projet. Et alors, on appelle ça le VOBREDIM. Ce n'est pas très joli comme mot, mais en fait, c'est juste un acronyme qui veut dire vision, observation, bordure, ressources, évaluation, design, implémentation, maintenance. Alors, la vision, en fait, c'est d'abord, c'est l'échelle macroscopique de son projet, c'est savoir quel est le rôle de mon projet et quelles sont ses valeurs principales. Ensuite, eh bien, on va passer à la phase observation. En fait, c'est des phases aussi qui sont applicables dans un projet agricole ou non agricole. Et c'est vraiment, finalement, je trouve ça intéressant parce que de passer étape par étape comme ça, en se posant toutes ces questions, ça permet vraiment de concrétiser un projet dans son ensemble et dans une vision globale. Donc voilà, cette vision d'abord on a la vision, on ne part pas n'importe où, n'importe comment, on sait où on va et on sait quelles sont les valeurs que l'on porte. Ensuite, il y a la phase d'observation parce que on ne peut pas se lancer dans quelque chose, dans un projet quel qu'il soit, sans avoir évalué ses propres besoins, mais aussi, bien sûr, les besoins des gens à qui on s'adresse, de nos clients potentiels, mais aussi de prendre en compte son environnement, dans quel cadre on va intervenir, est-ce que ça va être en ligne, est-ce que ça va être en local, est-ce que si c'est en local, comment ça fonctionne autour de chez moi, si c'est en ligne, voilà, comment ça marche pour faire du web marketing, etc. etc. Donc, tout ça, c'est l'observation et cette phase d'observation, elle peut aussi prendre du temps. Il faut aussi accepter que cette phase soit importante. En permaculture, la phase d'observation dans un projet agricole, pour le coup, il est vraiment super important parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet permacole en agriculture si on n'a pas observé les saisons, les différentes saisons, comment cela influence le terrain, s'il y avait de la lumière, à quel endroit, où est-ce que je vais pouvoir planter telle ou telle plante parce qu'elle va être plus sensible à la lumière ou parce qu'elle sera plus ou moins exposée au vent, etc. Donc, toutes ces observations, elles sont vraiment indispensables. Donc, on comprend bien l'importance de ça, par exemple, dans un projet en agriculture, mais c'est la même chose dans un autre type de projet. Et ce temps-là, des fois, on ne se l'accorde pas forcément. Ensuite, il y a la notion de bordure. Donc ça, c'est vraiment les limites du projet, c'est les interfaces. Donc, c'est savoir où je commence, où je m'arrête et avec qui je vais collaborer, quelles sont les interfaces, où est-ce que je peux créer des connexions, des liens, etc. Ensuite, il y a les ressources.
Donc là, bah, en gros, c'est lister, voilà, quelles sont mes propres ressources, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont les personnes autour de moi sur lesquelles je peux m'appuyer, etc. Et donc, c'est aussi en valorisant ce qui existe déjà. Ce n'est pas forcément en réinventant la poudre, c'est aussi en savant faire avec ce qu'on a déjà. Alors, il y a un exemple qui me vient pour un projet. Par exemple, des fois, on focalise sur le fait qu'il faut absolument que j'ai un site internet avant de lancer mon projet. Alors que des fois, juste avec une page Facebook ou LinkedIn, on peut très bien déjà lancer une idée, un projet, quelque chose. On peut initier quelque chose sans forcément avoir besoin de quelque chose en plus. En fait, c'est pouvoir aussi apprendre à faire avec ce qu'on a. Et ça aussi, c'est un principe écologique. Ensuite, il y a l'évaluation. Donc là, en fait, on va rentrer plus dans les éléments du système. On rentre dans le détail en fait de notre projet avec en listant bah, les différents éléments dont on a besoin, les différents éléments qui existent euh, sur notre projet, les rôles de chacun, les besoins de chacun. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de design, où là, c'est vraiment la conception et la réalisation du projet. Ensuite, on passe dans une phase d'implémentation. Donc, c'est un peu une phase de test où on va mettre en œuvre, voir comment ça réagit, etc. Et puis, bah, la côté maintenant, c'est le côté aussi amélioration continue, finalement, où on est en perpétuelle adaptation du système pour voir bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment on peut améliorer tout le système, toujours dans le but, toujours en se rappelant finalement les principes et l'éthique pour voir si on est toujours en phase avec tout ça. Et donc, pour résumer tout ça, en fait, j'avais une petite citation sur la slide suivante, c'est la permaculture peut se faire partout où l'on est. Effectivement, en fait, la permaculture ne s'arrête pas au champ, ne s'arrête pas au jardin, et elle peut se faire vraiment dans tous les domaines de sa vie. Alors, quand on a déjà un projet en place et qu'on n'a pas forcément besoin de cette phase de conception que je viens d'énoncer, eh bien, moi, ce que je suggère, alors, encore une fois, je vous partage juste ce que j'ai pu apprendre et qui n'a rien de… Voilà, je ne suis pas non plus une experte en permaculture, c'est juste que j'avais juste cœur à vous partager ce que j'avais pu apprendre. Et moi, ce que je pourrais suggérer, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Vers un point de paradis, c'est dans un premier temps, Fabienne, si tu peux passer à la slide suivante, bah, c'est de définir des principes cohérents avec son projet. Alors, par exemple, alors, je vous ai donné des exemples par rapport aux principes qu'on a pu voir précédemment. Donc, sur la slide suivante, j'ai par exemple, pour la question de prévoir l'efficacité énergétique, eh bien, ça va être déjà de voir de quelle manière on peut réduire sa consommation d'énergie, la consommation d'énergie qui est en lien avec notre activité. Mais c'est aussi gérer sa propre énergie en s'accordant par exemple des moments de ressourcement. Parce que là, quand on parle d'efficacité énergétique, encore une fois, on n'a pas oublié que l'éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, mais c'est aussi prendre soin des humains. Et donc, ben voilà, prendre soin de soi, c'est aussi gérer sa propre énergie. Et on sait que quand on est entrepreneur, parfois, la gestion d'énergie, ce n'est pas forcément chose facile parce que ben, on est la tête dans le guidon et que on a envie de faire plein de choses et que parfois, ben, on s'oublie et qu'on oublie un petit peu nos propres besoins. Donc ça, c'est vraiment important de voir aussi que voilà, on peut aussi étendre ces principes à des concepts qui vont au-delà de la protection de la nature, de lutter contre les réchauffements climatiques, et que l'écologie, finalement, ça va bien au-delà des éco-gestes, mais que c'est aussi l'écologie intérieure, c'est aussi une transition intérieure et personnelle qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir vivre et transmettre cette écologie que j'appelle holistique. Ensuite, pour observer et interagir, bah, ça va être, par exemple, observer sa communauté, ses clients, interagir avec eux pour déterminer leurs vrais besoins, donc savoir comment je fais
quelles sont les actions que je mets en place dans mon quotidien pour le faire? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que je ne peux pas améliorer ça? Est-ce que je peux faire différemment, etc. Il y a appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc ça, c'est une phrase qui peut paraître un peu compliquée, mais en fait, c'est juste finalement être attentif et objectif par rapport à ce qui ne marche pas. Donc ça veut dire s'accorder du temps, par exemple, pour faire un bilan. Par exemple, aujourd'hui, moi, c'est le 3 mai, c'est donc le premier lundi du mois, et donc je fais mon bilan du mois précédent, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'essaye de voir les enseignements de ce mois, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et puis, c'est aussi parfois d'apprendre de ses erreurs, justement, mais avec enthousiasme, c'est-à-dire pas en se disant mince, ça, j'ai pas réussi, je suis nulle, j'ai pas atteint mon objectif, ça va pas du tout. Et c'est se dire voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de quelle manière je peux faire différemment, qu'est-ce que ça a appris, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi déjà. Est-ce qu'en moi, il n'y a pas des choses qui bloquent? Est-ce qu'il n'y a pas des schémas de pensée qu'il faut que je fasse différemment pour attirer les choses de manière différente, pour pouvoir créer plus, pour pouvoir interagir plus, pour pouvoir attirer plus? Et puis, c'est voilà, rester dans un état d'esprit positif, savoir revenir en arrière pour mieux avancer aussi, ce qui n'est pas toujours évident. On n'a pas envie de retourner en arrière parfois, mais des fois, c'est nécessaire pour finalement mieux avancer. Sur l'exemple d'utiliser des ressources renouvelables, là, ça peut être par exemple, moi, je suis sur une application avec des accompagnements à distance principalement. Donc, pour moi, par exemple, ça serait héberger mon site internet sur un serveur responsable. Bon, je n'ai pas encore pu faire le switch personnellement, mais je sais où m'adresser quand mon renouvellement aura lieu. Et puis, ça peut être aussi avoir recours à une énergie verte, justement, pour pouvoir contribuer au développement de ces énergies renouvelables. Ensuite, il y a aussi sur la slide suivante 4 autres exemples par rapport à ces principes de la permaculture. Ne pas produire de déchets. Donc, ça va être par exemple utiliser des fournitures recyclables, de préférence non emballées, mais ça peut être aussi dans la façon de s'alimenter, d'essayer d'avoir des solutions pour limiter les déchets. Voilà, c'est avoir au moins cette vision-là, de se dire, voilà, qu'est-ce que je produis dans mon activité comme type de déchets, comment je peux les limiter ou comment je peux carrément les supprimer en faisant différemment. Ensuite, il y a utiliser des solutions petites et lentes. Donc là, c'est c'est apprendre à avancer pas à pas et avec patience. C'est encore une fois là quelque chose qui n'est pas forcément évident, la patience quand on se lance dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a envie que les choses aillent très très vite et puis on a envie que ça marche, et puis des fois on est rattrapé aussi par des obligations, par des urgences, parce que voilà, peut-être qu'au début de notre lancement on a été soutenu par le fait qu'on avait encore peut-être des allocations chômage, etc., qu'elles vont s'arrêter, et que on se dit qu'on n'a pas le temps d'attendre, etc. Mais en réalité, c'est une erreur finalement de raisonner comme ça. Même si, oui, bien sûr, des fois, il y a la réalité qui nous rattrape, mais en fait, en voulant agir trop vite, parfois, on agit mal. Et donc, il faut parfois s'accorder juste le temps que les choses mûrissent, parce que un projet, ça évolue aussi dans le temps. C'est comme une graine qu'on va semer dans la terre. Voilà, elle va mettre du temps à germer. Ensuite, elle va grandir, elle va évoluer, elle va donner des fruits. Et tout ça, voilà, ça vient avec les saisons, ça vient avec le temps, ça vient avec le soleil, ça vient donc avec l'énergie qu'on va mettre dedans, ça va mettre avec son état d'esprit, etc. Et donc, tout ça, ça prend du temps, et il faut accepter que ça prenne tout ce temps. Et accepter de ne pas pouvoir aussi tout faire en même temps. C'est aussi apprendre à gérer ses priorités et à améliorer son organisation. Ensuite, il y a utiliser et valoriser la diversité. Ça peut être diversifier. Là, dans la permaculture, ça va être bien sûr d'utiliser des plantes différentes, mais pour nous, ça peut être diversifier ses sources d'inspiration, s'accorder du temps pour l'apprentissage et l'expérimentation de nouvelles choses. Voilà, c'est s'ouvrir à des possibles différents, s'ouvrir à des solutions différentes, voilà, sortir un peu de sa box.
c'est répondre aux changements de manière créative là, sur ce dernier principe que je voulais illustrer. Ça va être face à des situations inattendues, voir je pense que pas mal d'entre nous ont souffert par rapport à la crise du Covid l'année dernière, quand ça nous est tous tombé dessus. Il a fallu qu'on réagisse, qu'on rebondisse avec agilité, qu'on puisse envisager une autre manière de penser et une autre façon de faire. Voilà, donc ça, c'est des exemples pour vous, mais ça, ce sont les miens d'exemples. Vous pouvez bien sûr trouver des choses qui vous correspondent mieux, qui sont plus adaptées à votre projet, mais l'idée par ces exemples, c'était de vous montrer qu'on peut, même si ce sont a priori de base des principes qui sont applicables à un champ agricole, eh bien, on peut les transformer sur des applications purement projet. Et donc, du coup, dans un deuxième temps, c'est d'avoir cette approche pour de la fleur de la permaculture pour votre projet. Et donc, pour chaque catégorie, de déterminer finalement, enfin de chaque pétale, en fait, de déterminer qu'est-ce qui vous colle à vous aussi. Encore une fois, c'est un peu comme pour les principes. C'est de déterminer de quelle manière vous allez pouvoir les transformer finalement en actions concrètes par rapport à votre projet. Donc, par exemple, sur l'habitat, alors c'est inspiré finalement de mon propre exemple, mais vous pourrez peut-être trouver aussi, soit vous en inspirez vous-même ou soit trouver d'autres applications. Pour la partie habitat, pour la pétale habitat, moi, j'ai considéré que mon habitat dans mon travail, c'était mon bureau. Et donc, moi, j'ai eu cœur, finalement, quand je me suis installée à Poissy, de m'équiper d'un bureau entièrement en seconde main. Et donc, tout ce que j'ai dans mon bureau, il n'y a rien de neuf. Ensuite, tout ce qui est outils et technologies, en fait, là, ça va être, par exemple, le site web qui est hébergé, enfin qui va être hébergé sur un site durable, le fait que j'ai essayé de favoriser les déplacements à vélo pour mon usage professionnel, mais aussi personnel, mais voilà, là on parle du pro, que je me suis abonnée à Enercop justement pour, comme j'ai un travail essentiellement à distance, pour être alimentée en énergie verte. Que j'ai essayé de faire durer mon matériel informatique aussi. L'année dernière, mon ordinateur a commencé à présenter des signes de fatigue. Je pense que je l'ai acheté en 2014 et il commençait à ramer après les mises à jour de Microsoft les unes après les autres. Et des fois, ça mettait des heures à changer de page internet ou ça ramait. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un super frangin bricoleur. Et donc, il m'a changé la mémoire de mon disque dur en mémoire nouvelle génération, là, SSD, je crois, si je me souviens bien. Je suis nulle en informatique. Et depuis, c'est impeccable, il marche super bien. Et donc, ça m'a coûté 40 € peut-être pour, j'espère, encore le faire durer aussi longtemps que ce qu'il a pu déjà vivre jusqu'ici. Donc voilà, c'est prendre soin aussi des choses, du matériel qu'on utilise pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible et pour limiter notre empreinte écologique, parce que si on parle notamment de l'aspect informatique, eh bien ça fait partie des éléments qui ont une empreinte énorme au niveau de leur fabrication. Je crois que c'est de l'ordre de 75 à 80% pour le matériel informatique, l'empreinte écologique sur l'ensemble du cycle de vie se focalise donc à 75-80% sur la partie production. Donc, si on renouvelle fréquemment, c'est comme si à chaque fois, on avait un impact de 80% qui se cumulait d'année en année, alors que si on l'étend sur la durée, bien sûr, on vient compenser un petit peu cet impact. Pour la partie enseignement et culture, moi, en fait, j'ai cœur à transmettre ce que je fais, à le partager. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu le partager avec vous aujourd'hui, sans grande ambition, mais juste pour vous faire découvrir quelque chose qui, moi, m'a beaucoup parlé. Mais c'est aussi le fait de faire des ateliers, des conférences, de proposer des accompagnements personnalisés, justement, pour pouvoir aider les gens, partager ce que je sais, partager ma vision du monde.
Et puis, toutes les formations et auto-formations que moi, je m'accorde à moi-même pour enrichir mes connaissances et puis aller plus loin pour transmettre plus encore de valeur aux personnes que j'accompagne. Ensuite, pour la pétale santé et bien-être, eh bien, pour moi, ça passe par la promotion de l'écologie intérieure, des soins naturels et durables. C'est vraiment savoir prendre soin de soi, prendre soin des autres, et donc cultiver pour moi-même cet écologaï en lequel je crois beaucoup, pour vraiment du coup le vibrer, l'expérimenter et le partager. Donc c'est ce côté santé et bien-être pour soi, mais aussi pour les autres. Sur le côté finance et économie, moi, je suis au Crédit Coopératif parce que pour moi, c'était une banque qui avait le plus de sens en fait au moment où j'ai dû choisir une banque. C'était celle-ci qui me paraissait la meilleure sur le marché dans les valeurs que je voulais partager. Et donc, du coup, je contribue avec mon épargne aussi du coup à des actions en faveur de l'environnement. Je me suis aussi inscrite sur 1% for the Planet, donc j'accorde 1% de mon chiffre d'affaires chaque année pour des actions à impact environnemental. Et puis aussi, je contribue aussi à d'autres associations de protection de l'environnement. Notamment cette année, j'ai fait un don à HOP, donc halte à l'obsolescence programmée, mais il y en a d'autres également. Alors, j'ai parlé de ZEI ici, mais je pense que j'aurais plutôt dû le mettre dans la pétale foncier et gouvernance. C'est pour ça que je en parle maintenant en termes un peu comme une transition. ZEI, c'est une plateforme en fait qui permet d'évaluer l'impact écologique de son activité. Alors, je n'ai pas encore fait toutes les actions et je ne suis pas du tout à 100% dans toutes les actions, mais au moins, c'est une démarche qui me permet de me dire je suis engagée là-dedans, donc mon but, c'est aussi d'améliorer mon impact. Alors, via ZEI, on peut améliorer son impact écologique, mais aussi son impact sociétal et sa gouvernance. Et donc, il y a un tableau de bord avec des indicateurs et une invitation finalement à faire les choses différemment. Donc, sur ZEI, notamment, la prochaine étape que je voudrais, c'est évaluer l'empreinte écologique de mon activité et pouvoir l'afficher sur mon tableau de bord ZEI. Mais dans le foncier et la gouvernance, ça peut être aussi choisir le travail cohérent avec ses principes, déterminer une structure juridique qui fait sens. Donc, pour l'instant, pour moi, je suis qu'en micro-entreprise, mais c'est vrai qu'il y a des structures plus, on va dire, ESS qui me parlent et je ne sais pas si un jour ça pourra coller avec mon activité, mais voilà, c'est des choses auxquelles je pense. Et puis, c'est aussi finalement choisir des partenaires qui sont alignés avec ses valeurs, avec lesquels on partage tous ces principes et c'est la manière finalement d'organiser son activité autour de ses valeurs et en respectant ces valeurs-là. Et puis la dernière pétale, soin à la nature et à la terre, eh bien c'est ZEI, c'est uniquement pour les auto-entrepreneurs. Non, 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 c'est pour toutes les entreprises. C'est pas du tout limité aux auto-entrepreneurs. Toute entreprise peut s'inscrire sur ZEI, donc c'est gratuit. C'est gratuit pour le tableau de bord environnement. Après, sur le tableau de bord sociétal, il faut une contribution. Et bon, alors après, bien sûr, si on contribue à ZEI, on a aussi plus de visibilité. Il y a un catalogue du coup des entreprises qui sont inscrites sur ZEI et qui donc sont engagées d'une manière ou d'une autre dans la RSE, on va dire, d'une manière large. Et donc, ça permet de faire appel à des gens qui partagent ces valeurs aussi, quoi. Donc, dans la gouvernance, c'est aussi bien de savoir, voilà, moi, j'ai besoin d'un comptable, et je vais peut-être plutôt choisir un comptable qui est sur ZEI parce que je sais qu'il va partager ces valeurs-là. Donc, pour revenir aux soins à la nature et à la terre, eh bien, il y a, ça peut être composter ses biodéchets, avoir une démarche zéro déchet de manière générale, manger et consommer local et durable. Et puis, c'est aussi amener mes clients, pour ma part, à une prise en compte holistique de l'écologie. Par le principe même de mes accompagnements, c'est ce que je propose. Donc, toujours avoir finalement cette idée d'agir dans le respect des autres et de la planète. Voilà, donc
pour conclure, en fait, j'avais cette petite citation, c'est que la mission du permaculteur est d'adapter des solutions aux problèmes qui se posent. Donc, c'est de pouvoir finalement rentrer dans ce mode d'action agile et de pouvoir voilà, tout simplement avancer en apprenant de ses difficultés et en allant de l'avant. Donc, je suis allée un petit peu vite, je suis un petit peu en avance. C'est vrai que si vous avez des questions, après, s'il y a moyen de relayer peut-être des questions ou des choses comme ça, ben, Alors, il y a déjà une question par Fabienne qui demande si ZEI, c'est uniquement pour les auto-entrepreneurs ou non. oui, alors j'ai répondu plus ou moins tout à l'heure, mais en fait, non, ce n'est pas limité aux auto-entrepreneurs, c'est vraiment une plateforme qui s'adresse à toutes les entreprises. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu vite, j'en suis désolée, j'avais peur de ne pas être dans le timing parce que j'ai l'habitude de déborder un peu. Et donc, voilà. Donc, après, surtout, pour ceux qui écoutent cette présentation en direct ou en replay, si vous voulez échanger sur la fleur de la permaculture, sur les principes de la permaculture, je serais ravie d'en échanger avec vous. Donc, moi, je viens donc à la ruche régulièrement. Et voilà, mais on peut aussi, vous pouvez aussi m'écrire ou voilà, me contacter d'une manière ou d'une autre. Je suis assez disponible sur les réseaux, etc. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à l'activité que tu proposes, enfin les accompagnements que tu proposes, notamment l'écolo-guide. Du coup, au niveau des personnes que tu accompagnes, c'est plus des personnes qui veulent une transition dans leur vie personnelle ou la plupart viennent aussi pour une transition dans leur vie professionnelle avec? Non, moi, c'est essentiellement des personnes qui viennent pour le personnel. D'accord. Mais en réalité, c'est souvent des personnes qui sont engagées déjà professionnellement. En fait, encore une fois, c'est un tout finalement. Donc, tout ce qu'on va faire au niveau personnel aura un impact forcément au niveau professionnel. Dans l'écologuide, en fait, il y a 4 bulles. En fait, c'est inspiré. Tu fais des cours de design permaculture, Laetitia? Non, j'en fais pas. Mais toi, tu en fais peut-être, Eric. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout experte en permaculture. Je voulais juste partager des principes qui me parlaient et qui faisaient sens pour moi, pour peut-être vous les faire découvrir et vous amener à approfondir ces sujets. Oui, dans l'écologueil, en fait, il y a 4 bulles. Il y a la bulle du moi, donc c'est vraiment mon rapport à moi, comment je prends soin de moi, est-ce que je connais mes valeurs, mes forces, etc. Donc, il y a, on va dire, un côté développement personnel, mais aussi écologie intérieure, éco-gestes personnels. Ouais. Et puis, ensuite, il y a la bulle les autres, mais en fait, en réalité, sur la bulle les autres, c'est un peu le sens que je donne à mes actes. C'est ma relation aux autres, bien sûr, la façon dont je communique avec les autres, de quelle manière je me positionne par rapport aux autres, mais aussi c'est le sens que je donne à mes actions et, finalement, soit par mon travail, soit par toute autre activité que j'ai dans ma vie. Et puis, il y a la bulle logement. La bulle logement, ça veut dire que là, je vais m'attacher à quel est l'impact écologique de mon logement, comment je peux améliorer en limitant les ressources que j'utilise pour mon logement, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Mais c'est aussi comment je l'aménage avec quelle fourniture, enfin quel mobilier, quels objets, de manière à limiter aussi mon impact, mais aussi du coup améliorer mon bien-être, parce qu'on sait aussi que ça peut avoir des conséquences sur sa santé, hein, nos meubles, nos décorations, etc. Mais aussi sur notre morale, parce que en fonction des objets, de leur forme, de leur disposition, de leur couleur, et ça peut avoir aussi un impact sur nous. Le fait aussi de désencombrer son intérieur, de désencombrer finalement aussi sa tête avec des objets qu'on aurait peut-être inutiles, etc. Et puis, il y a la quatrième bulle qui est la bulle de la planète. Et donc là, c'est vraiment au sens plus large de savoir comment je m'engage pour la planète, de quelle manière je peux réduire mon empreinte écologique.
Donc, quelle est mon empreinte écologique aussi, peut-être dès le départ? Est-ce que j'en ai conscience? Comment je peux la réduire? Mais c'est aussi dans la connexion du moi à de la planète, eh bien, c'est la reconnexion à la Terre, la reconnexion à la nature. De quelle manière, en fait, je m'inspire peut-être des saisons, des cycles, etc. Comment je les respecte, comment ils influent sur moi, comment je me ressource auprès de la nature et comment la nature peut m'inspirer en fait dans mon quotidien. Donc c'est vraiment c'est une vision holistique et forcément elle a un impact sur le pro, mais c'est d'abord une démarche finalement personnelle qui va diffuser après sur le reste. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors j'ai vu qu'on avait il a disparu, mais j'ai vu qu'on avait une question sur le chat Facebook de Michel Podin qui demandait si on pouvait faire de la permaculture sur son balcon. Oui, on peut faire de la permaculture sur son balcon, ouais. Je suis en pleine expérimentation. Mais encore une fois, il faut du temps et de l'observation. Donc, pour l'instant, ça fait qu'1 an que j'ai commencé ne serait-ce qu'à planter des petites choses et à installer des bacs. Et là, j'ai vu d'ailleurs par rapport à la lumière, ça n'allait pas. Donc, j'essaie de réorganiser un peu mon balcon. Je ne suis pas du tout une experte, mais j'essaye d'apprendre. Mais je sais que c'est possible. Il y a des bouquins sur la permaculture sur le balcon, oui. J'aimerais bien faire un commentaire, si vous permettez, je ne sais pas. Avec plaisir, Petra. Écoute, Laetitia, je te remercie beaucoup pour cette intervention parce que elle me rappelle à plein de choses. Je reviens juste après un projet privé qui m'a coûté beaucoup de force et là, je me trouve un peu dans un point zéro envers mon projet, vers mon travail. Et juste tes mots et comment tu le structures autour de cette permaculture humaine ou opérationnelle m'a énormément aidé à reprendre, je le sens germer en moi, à reprendre l'espoir et un peu de force. Ça, c'est une chose. Et de deux, il y a, là, on peut voir une très grande organisation, et j'aimerais bien le mentionner parce qu'ils opèrent exactement comme ça. Et ils ont beaucoup de succès avec ça. C'est un certain docteur Louis Fouché, bon, qui fait le Réinfo Covid. C'est un peu voir le Covid, cette crise sanitaire de notre œil. Et il fait toute cette information, cette structure. Il est médecin réanimateur, mais il fait ça sur les bases de la permaculture humaine, en fait. Et il est très écolo et très penché vers la permaculture. Donc, il transfère tout ce qu'il veut enseigner avec ses principes permaculturiels. Et maintenant, il fait une organisation selon cette fleur que tu as exposée aussi. Donc, il dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la santé? On peut faire ça par rapport à la gouvernance démocratique, etc., etc. Les finances, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un nouveau monde avec cette crise qui est finalement une opportunité, un cadeau pour nous tous. Donc, c'est assez intéressant, mais il base ça vraiment sur ces principes-là. Donc, ça marche. Merci beaucoup, Petra, pour ce partage. Alors, je vois pas d'autres questions dans les deux chats, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Et moi, j'en avais une autre. Je voulais savoir toutes les choses que tu as mis en place. On t'a parlé tout à l'heure avec la fleur de la permaculture, quand tu as rajouté les petits points à côté. Où est-ce que tu as trouvé toutes ces informations-là? C'est dans les lectures? C'est le MOOC des colibris qui t'a appris tout ça? C'est toi qui as trouvé ça de toi-même? Est-ce qu'il y aurait des sites ou des livres qui centraliseraient un petit peu plein d'exemples d'actions à mettre en place pour des personnes qui seraient intéressées mais qui n'auraient pas forcément d'idées et qui voudraient avoir du choix dans leur vie pour commencer une transition en permaculture? Moi, je dirais, alors je dirais, non, je n'ai pas d'exemple. Le MOOC, certes, enfin, à mon avis, le MOOC est très intéressant. Je ne sais pas s'il est ouvert en permanence, si on peut s'inscrire en permanence, mais en tout cas, j'invite vraiment les gens à le faire parce que il est très dense et il est très riche et donc c'est dans tous les cas très inspirant. Mais moi, ce que je voudrais surtout passer comme message, c'est ne pas essayer de recopier des exemples ou des choses. C'est-à-dire que
en fait, c'est s'approprier les principes, c'est s'approprier ce qu'on entend dans les pétales de la fleur pour voir de quelle manière, en fait, quelque part, c'est faire preuve aussi de créativité pour savoir comment ça résonne en moi, ce principe, aujourd'hui, maintenant, pour mon entreprise, pour mon projet, pour je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de règle, en fait, il n'y a pas comme un guide, tu vois. Enfin, pour moi, il faut se libérer de ce truc. Est-ce que je vais rentrer dans les clous ou quoi? C'est juste comment je ressens les choses par rapport en me mettant dans la tête que la philosophie, le cœur, c'est l'éthique et les principes. C'est de savoir comment je vis, comment je comprends ces principes. Et après, sur chaque pétale, comment ça résonne en moi et de quelle manière j'ai envie de les mettre en mouvement. Il y a pas, à mon avis, il y a pas, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et qu'il faut vraiment que ça résonne avec soi-même. Donc, la meilleure règle, c'est sa propre règle, en fait. Ouais, ok, je comprends cette approche. Après, c'est vrai que ça peut être un peu rassurant, en tout cas au début, d'avoir des exemples de choses à mettre en place pour gagner comment dire ça, pour gagner en aisance et ensuite pouvoir prendre son envol, etc. Enfin, voilà, ça peut être aussi intéressant de commencer en mettant en place. Mais alors, Eric, je crois qu'il a mis des Mais ouais, références ça, dans le effectivement, texte. il a dit dans les livres de permaculture, la ferme du Bec et Loin des Hervé Gruyère, le MOOC des colibris et les jardins de la Châtaigneraie, Voilà. des vergers de Mareuil à Mareuil-Marly. Marie-Marie. Voilà. Oui, Et on a 600 mètres carrés qui est cultivé en permaculture. Alors c'est un exemple, hein, on va pas produire pour que tout le monde mange, mais voilà, il y a une équipe qui va 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche matin. Donc, je vous invite à aller voir. Petra connaît, c'est encore beaucoup bougé depuis 1 an et demi. Voilà, donc il y a une équipe maintenant près de 10-12 personnes qui y ont, et puis on est en train de on devrait récupérer des terrains de propriétaires terriens de Mareil qui veulent nous les confier, et du coup on est en train de voir de s'associer avec une autre association de Rueil qui travaille sur la permaculture, qui ont beaucoup plus de droits que nous et qui pourraient effectivement apporter des tas d'enseignements sur la permaculture. Voilà. Il y a quand même un grand principe, c'est qu'en fait, les organismes interagissent. Donc, dans la permaculture, et on le voit bien, par exemple, au Bec et Loin ou dans leurs livres, c'est que par exemple, il est important d'avoir une canopée, c'est-à-dire des arbres et des arbustes qui se protègent les uns les autres. Donc, les grands arbres vont protéger les petits et les moyens qui vont protéger les petits, et en fait, ils vont interagir entre eux. C'est comme mettre du basilic à côté des tomates pour éviter effectivement les nuisibles qui vont pas venir. Il y a un répulsif. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont écrites dans effectivement, faut les connaître parce que ça permet effectivement de le faire plus facilement. Et puis aussi en fait, de laisser la terre agir. Je vous convie aussi à aller voir les interventions de l'agronome, qui est le dernier en fait à promouvoir le fait de laisser la terre travailler, ne pas avoir d'intrants. Et quand on voit un terrain qui a plein d'intrants et un terrain à côté qui est meuble, en fait, qui n'en a pas, on voit effectivement que il y a plein de vie qui se trouve sous la terre. Voilà. Et je me rappelle plus. Bourguignon aussi qui sont très Bourguignon, voilà. Bourguignon, cherchez le nom. Voilà. Et ces interventions sont remarquables, et il est un peu mis au banc de l'INRA et tout parce qu'il va à l'encontre de ce qui se disait pendant une trentaine d'années. Mais on voit très bien, dans ces interventions, on voit très bien la différence entre les terres épuisées et celles qu'on laisse travailler. Je vous donne un exemple sur la Châtaigneraie. On a maintenant un peu d'eau, mais on n'en avait pas. Donc ça a été fait en butte, avec du bois, avec du BRF, avec de la paille. On a eu des étés très très secs il y a 2-3 ans. Et vous mettiez la main sous la paille, la terre était humide. Et il y a des choses qu'on poussait, c'est-à-dire des choses qu'on poussait alors qu'on n'arrosait pratiquement pas. Voilà. Donc il faut laisser interagir, il faut apporter en fait ce qu'il faut, aussi bien du carbone que de l'azote. C'est important pour les terres, et ça va permettre effectivement
au verre, au mycélium, de venir gérer et de créer le compost. Voilà. Et donc de créer une terre fertile. Ben, ça, Petra sait plus en parler que moi d'ailleurs là-dessus. Voilà. Pour en revenir à l'application dans les modes projet pour trouver de l'inspiration, il y a aussi différents sites internet. Si vous cherchez Fleurs de la permaculture projet, je pense que vous pouvez trouver des exemples sur ça pour trouver de l'inspiration. Mais encore une fois, dans le MOOC, ils approfondissent vraiment la fleur de la permaculture avec différents exemples. Et même s'ils ne sont pas complètement calés avec votre projet, vous pouvez vous en inspirer pour vous dire ah oui, tiens, ça me fait penser à ci et ça. Puis encore une fois, quand on se met en mouvement dans un projet, enfin dans quelque chose qui nous intéresse, et ben, comme par hasard, il y a des choses qui viennent à soi aussi pour faire des connexions. Donc, il faut aussi faire confiance dans le fait qu'on peut aussi découvrir des choses au fur et à mesure à partir du moment où on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Et du coup, pour le MOOC des colibris, j'ai regardé, donc il est gratuit évidemment, et il est ouvert jusqu'au 31 mai 2023. Et ils disent que la formation dure en moyenne 10 semaines, donc 2 mois et demi, avec 1 ou 2 heures par semaine consacrées. Oui, Voilà. et tu vas à ton rythme en fait. Et l'idée qu'ils ont, c'est qu'à un moment donné, tu essaies de retrouver d'autres personnes qui sont dans le même coin que toi pour travailler en groupe sur des essais en fait, voilà. Donc, mais je convie les gens qui sont intéressés par la permaculture de faire ce MOOC-là. Oui. Voilà. Donc, Surtout pour découvrir la permaculture autrement aussi, de savoir que ça peut s'appliquer à d'autres choses. Ouais, ce qui est important, c'est aussi de parler, comme tu le disais enfin, dans l'intro, c'est que la permaculture, c'est aussi la permaculture humaine, c'est-à-dire que ce qu'on applique à la nature et, et à la terre et à l'environnement, ça se fait aussi à propos des humains. C'est-à-dire le fait d'interagir entre nous, de laisser la place de chacun, d'écouter, d'observer en fait, ce que chacun peut apporter et du coup d'avoir un enrichissement personnel plus important. Voilà. On dit que quand on ramène une espèce sur un terrain permaculture, on en ramène 9 derrière. C'est-à-dire que tu ramènes, je sais pas, des vers, des machins, il y a des oiseaux qui vont arriver, il y a des oiseaux, il y a des rapaces, enfin voilà, il y a un enchaînement, donc une espèce ramenée ramène jusqu'à 9 espèces différentes d'animaux. Donc, laisser travailler à la terre. Ok, bah super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes intéressées par le réensauvagement, tout ce qui est préservation des espèces, à regarder le replay de notre ciné-débat qu'on a fait avec Gilbert Cochet et Béatrice Crémeur-Cochet mi-avril, le 12, il me semble, voilà, qui parle un peu de ça, justement, tout ce réensauvagement, toutes ces espèces qui permettent de redévelopper la biodiversité au sein d'un territoire. Tu as un lien? Alors, je devrais pouvoir mettre le lien. Non, si, je devrais pouvoir trouver le lien sur Facebook et le mettre dans le chat. Hop, voilà, je l'ai. Je le mets dans le chat tout de suite. Hop, voilà. Et du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne l'ai pas vu dans le chat là. Il est pas dans le chat, je viens de le... Ah bah Fabienne l'a. D'accord. Voilà. Moi, je vois pas d'autres questions. Je sais pas si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour conclure. Si Laetitia, tu as des choses à te dire en conclusion. Voilà. En tout cas, tout le monde a l'air très content sur le Facebook Live. Voilà, les gens te remercient de ton partage. Et il y a une chose, la ville de Mareil, pour terminer, pour dire, la ville de Mareil fait une journée de développement durable le 12 juin, de Marie-Marly, et avec des activités tout au long de la journée. Et nous, au niveau de Mareil, enfin des vergers de Mareil, on va avoir une balade et une introduction, une visite du jardin de la Châtaigneraie sur la permaculture. Voilà. Donc, mais je mettrai des affiches au quai, voilà, et je ferai des liens dès qu'on aura l'info. Ok, super. Bah, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, surtout, voilà, explorez tout ça. Et puis surtout, prenez soin de vous. Toi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, belle semaine. Merci beaucoup, Laetitia. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.